Bonjour à tous, merci d'être là pendant votre pause déjeuner. Bon appétit au passage. Je ne sais pas si les sandwichs sont bons parce que j'avais déjà mangé avant de venir, je ne savais pas qu'il y avait des sandwichs ici. Désolé pour le fait qu'on projette sur le petit écran, mais ça peut vous rassurer, du coup j'enregistre la session. Et après ça je la communiquerai et je ne sais pas comment elle sera partagée, mais voilà, le temps de la monter, de faire un petit montage vidéo et tout ça, je vous la ferai parvenir, on va dire, si vos adresses email sont connues. Je suis François Serbet, je suis de Redis Labs, l'entreprise qui est derrière Redis. Je suis Solution Architect, donc concrètement je suis technique. On va dire en français ça devient couteau suisse technique. Et je vais essayer de vous parler de Redis, de ce que fait Redis, de ce que peut apporter Redis. Alors la première question c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de Redis? Qui a déjà entendu parler de Redis? D'accord, vous avez tous lu le mail avec le sujet qui vous a amené ici aujourd'hui. Ensuite, qui a déjà essayé un petit peu de jouer avec Redis ou qui a déjà utilisé Redis? Ah là, tout de suite, c'est plus limité. C'est bien, déjà, vous avez lu les mails. Donc, Redis, c'est une base de données clé-valeur en mémoire et qui fonctionne en cluster, en haute disponibilité, en distribuant les données. Donc, parmi les points importants de Redis, déjà, Redis c'est une base de données qui est multitenante. C'est-à-dire que dans un cluster, vous pouvez créer autant de bases de données que vous le souhaitez. Si vous avez un cluster au niveau de l'entreprise, vous pouvez créer autant de bases de données qu'il y a d'applications qui arrivent en production. Ou si vous êtes dans un autre modèle, un modèle B2B, ou enfin plutôt SAS, on va dire, vous pouvez créer une base de données pour chacun de vos clients qui vont souscrire à votre service. Il n'y a pas de limite au niveau du cluster. La seule limite, je dirais, c'est le matériel sur lequel le cluster tourne. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la plupart des bases de données NoSQL, il y a des familles, il y a le graphe, il y a le document, il y a les valeurs. Elles sont relativement spécialisées sur certains types de données. Si on prend par exemple une base de données de documents, elle va stocker du XML ou du JSON quasiment exclusivement. La différence, c'est que Redis va être complètement multimodèle. Effectivement, on est une base de données clé-valeur, mais en fait, au-delà de clé-valeur, on est clé structure de données. Et la structure de données peut être beaucoup plus complexe. Ça peut être un document JSON, ça peut être un hash, ça peut être une liste, ça peut être un peu ce qu'on veut finalement. Ce qui fait que Redis ne va pas se cantonner juste à un cas d'usage, mais va pouvoir être utilisé pour de nombreux cas d'usage, voire être la base de données primaire de l'application. Ensuite, Redis n'est pas qu'une base de données. Effectivement, on peut confier des données à Redis et ensuite les récupérer. Ça, c'est le fonctionnement d'une base de données que l'on attend d'une base de données. Mais Redis peut également ne pas stocker les données. Alors, ça peut sembler surprenant, mais ça veut dire que Redis peut servir de bus de message en quelque sorte. On peut tout à fait utiliser Redis pour communiquer. Alors à quoi ça sert? Aujourd'hui, une application, c'est rarement une seule brique. On peut avoir une brique en arrière-plan, par exemple pour gérer les entrepôts et les stocks, puis une brique applicative sur le front-end pour permettre à un vendeur ou à un client de voir les produits. Donc le vendeur affiche la fiche d'un produit. Cette fiche produit, son interface souscrit à un canal de communication qui va être la référence du produit. Et si par ailleurs, en même temps, il y a quelqu'un qui est en train de restocker, il y a un camion qui est en train de livrer dans le stock, et que on change la valeur disponible en stock, mais également on envoie un message sur la référence du produit pour dire que cette valeur a été modifiée, l'interface d'utilisateur va le savoir, et va mettre à jour les stocks en temps réel. Alors c'est vrai pour des stocks et des produits, mais ça peut être vrai également, on peut très bien imaginer des traders avec une alimentation en flux continu d'Uber ou Reuters, et que les valeurs soient les valeurs récupérées de Reuters, par exemple, permettent de valoriser un portefeuille, et que ce portefeuille, eh bien, le résultat soit poussé jusqu'à l'écran du trader pour qu'il voit en temps réel, finalement, la valorisation de son portefeuille. Une autre fonctionnalité intéressante de Redis, c'est la possibilité de faire de l'actif-actif. Alors, bien évidemment, on n'est pas les seuls à faire de la réplication entre bases de données, entre clusters, entre data centers, mais en revanche, à ma connaissance, on est les seuls à le faire sans conflit, ou du moins avec une résolution de conflit automatique. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut tout à fait écrire, alors là je vais le schématiser, je n'ai pas de diapo justement, c'est encore mieux. Imaginons qu'on ait deux bases de données avec deux data centers différentes. J'ai un compteur qui vaut 2 de chaque côté. Et bien d'un côté je vais l'incrémenter de 2, de l'autre côté je vais l'incrémenter de 3. La plupart, voire toutes les autres bases de données, quand elles disent qu'elles savent faire de l'actif-actif,
elles vont choisir soit le 4, soit le 5 pour écraser l'autre valeur. Alors ça va se faire en fonction du dernier mis à jour, ou de celui qui a été le plus mis à jour. Mais quoi qu'il arrive, il y a une des deux valeurs qui va écraser l'autre, et on va perdre une opération. Redis, lui, va consolider les opérations qui vont avoir eu lieu des deux côtés et faire converger les résultats vers 7. Je n'ai pas 7 doigts, mais voilà, vers 7. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puis ça va permettre de faire d'avoir un data center aux États-Unis, un data center en Europe, par exemple, avec un seul stock, un seul entrepôt. Puis mes clients qui achètent des articles en Europe ou mes clients qui achètent des articles aux États-Unis, ils déstockent dans le même entrepôt, sauf qu'ils le font localement sur leur base de données pour la latence. Une autre fonctionnalité de Redis, c'est le support des transactions et des verrouillages. En fait, ce qui se passe, c'est que Redis supporte les transactions avec par différents moyens. Et on va pouvoir également gérer des verrous pour la concurrence d'accès. Donc ça signifie qu'on va pouvoir faire des applications qui soient vraiment distribuées. Les verrous, ça peut être des verrous optimistes ou des verrous pessimistes. Alors, le verrou pessimiste, c'est à l'ancienne. Je cherche à acquérir un verrou sur un enregistrement. Je l'acquiers, je modifie mon enregistrement, je relâche mon verrou. Ça, c'est bien, sauf que c'est quelque chose de très pessimiste, parce que ça part du principe que, quoi qu'il arrive, il va y avoir un conflit, donc il faut l'empêcher. On traite le conflit comme si on était sûr qu'il va se produire. Alors, c'est possible, hein, sur certaines clés, sur certains enregistrements, on sait qu'ils sont chauds et que tout le monde veut y accéder en même temps. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les applications, quand on conçoit une application, on conçoit un modèle de données pour éviter justement qu'il y ait ce genre de concurrence d'accès directement au niveau du modèle de données. Et donc, à ce moment-là, si on sait que les conflits ne seront pas la norme, mais vraiment l'exception, on peut partir plutôt sur un verrouillage optimiste. C'est-à-dire que je ne fais pas de verrouillage, je tente ma modification. Si jamais quelqu'un a modifié par ailleurs pendant que je faisais ma modification, j'en suis notifié, ma modification est rejetée, donc je la retente. Je gère le conflit a posteriori uniquement quand il se produit. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que Redis a une énorme communauté. Quand je dis énorme, c'est pas moi qui le dis. Demandez à Google, demandez-lui Redis Database, et ça va vous sortir 16 millions et quelques de résultats. Si vous lui demandez d'autres bases de données, ce ne sera pas forcément les mêmes résultats. Ensuite, au niveau de la communauté, on est dans le top 100 des projets sur GitHub, tout projet confondu, les 2 400 000 projets. On est dans le top 10, je crois même que ce mois-ci, on doit être en 7e position, il me semble, sur DB Engines, toutes bases de données confondues. Donc évidemment, les 3 premières, ça va être Oracle, SQL Server, puis l'autre, je ne sais plus si c'est Postgre. Okay. Mais voilà, on est dans le top 10 et on est en 7e position. On est le conteneur le plus lancé par jour. Là, pendant que je vous parle, dites-vous bien qu'il y a 1700 conteneurs Docker Redis qui sont lancés à la minute. C'est énorme. Donc du coup, on a une communauté qui est énorme. Quel que soit le cas d'usage que vous puissiez avoir, finalement, en cherchant un petit peu sur Internet, vous trouverez quelqu'un qui l'a déjà eu, qui l'a déjà implémenté, et vous pourrez le reprendre finalement. Et mieux que ça, la communauté est tellement grande qu'elle ne comporte pas que des développeurs. Elle comporte d'autres métiers, comme des data analysts, pour prendre un exemple. Et ça signifie que pour se connecter à Redis, on a besoin d'une bibliothèque cliente. Alors, bien évidemment, on a une bibliothèque cliente en C, en Java, en Node.js, PHP, je vais me faire lâcher. Mais, étant donné que dans la communauté, on a également des data analysts, eh bien, on a aussi des bibliothèques clientes pour R, pour Scala, pour faire du Spark, pour Python, pour d'autres langages, en fait. Il y a même on supporte 40 langages, enfin une quarantaine de langages, parce que c'est pas 40 exactement, mais c'est une quarantaine. Mais il y en a même que je connais pas. Pourtant, j'en ai fait des langages. Ça va avec, quand on est en entreprise, on peut choisir la meilleure solution du monde. Si on trouve personne qui la connaisse pour développer dessus, on n'est pas bien. On est obligé de passer par l'éditeur, les consultants coûtent une fortune, ou alors on est obligé de passer par des partenaires qui eux-mêmes doivent se former en permanence. Quand on est partenaire, eh bien c'est pareil, soit on a besoin de se former en permanence, soit il faut faire quelque chose. Et donc du coup, en fait, là c'est pas moi qui le dis, demandez à LinkedIn, demandez à Monster, trouver des profils qui connaissent Redis, c'est pas un problème. Il y en a plein. Donc, c'est une solution qui ne posera pas de soucis de ce côté-là, ni pour trouver des développeurs, ni pour trouver des solutions pour implémenter les besoins métiers. Alors Redis, comme je vous l'ai dit, c'est une base de données clé-valeur, ou plutôt clé-structure de données, qui fait sa force. C'est en mémoire, donc c'est sous la milliseconde.
Et donc là, par exemple, on va pouvoir stocker des chaînes de caractères. Alors, typiquement, si je stocke une chaîne de caractères en face d'un identifiant, en face d'une clé, c'est une clé valeur. Redis ne la comprend pas. Je peux la lire, je peux l'écrire, mais c'est tout. Par contre, si je stocke un set c'est un ensemble d'éléments uniques. Et ça, c'est stocké en tant que set dans Redis, bien évidemment. Du coup, là, je peux bien évidemment lire tout un set ou écrire tout un set, mais je peux également, j'ai des commandes supplémentaires qui vont me permettre de savoir est-ce que tel élément fait partie du set, ajoute tel élément dans le set, retire tel élément du set, combien ai-je d'éléments dans le set. Et là, ça signifie que je ne suis pas obligé de récupérer tout le set pour le modifier et puis le réenvoyer dans Redis, par exemple. C'est très important parce qu'un set, ça peut très bien faire 500 MB de taille, de poids. 500 MB, c'est long à transférer à travers le réseau. Et en plus de ça, le temps que je le récupère, que je le modifie, il y a peut-être quelqu'un qui l'a modifié en parallèle. Donc il faudrait que je gère des verrous. Donc là, on va avoir des commandes qui vont permettre de modifier des structures de données directement dans Redis. On a un autre type de structure de données qui est le sortie de set. C'est exactement la même chose que le set. Il a un petit truc en plus, c'est que chaque élément, vous pouvez le scorer. Et vous pouvez le scorer avec ce que vous voulez. Alors typiquement, ça peut être un timestamp, une priorité. Imaginons qu'on utilise un timestamp. Donc j'ai un set, j'ai une clé, j'ai un ensemble d'éléments uniques, chacun avec un score qui est un timestamp. Derrière, je peux demander à Redis, donne-moi les n premiers éléments de mon ensemble. Donne-moi les n derniers. Donne-moi tous les éléments qui sont entre 12h30 et 13h30. Et du coup, je peux stocker des time series dans Redis comme ça. Toujours pareil, j'ai pas besoin de ramener tout le set et de le manipuler dans mon application. On va avoir des index géospatiaux. Alors là, c'est pour tous les calculs de distance entre différents points ou de proximité pour trouver les points qui sont à proximité. Donne-moi le bar qui est encore ouvert maintenant avec mon sortie de set et qui soit proche de moi dans un rayon de 50 mètres. On va avoir des hyperloglogs. Les hyperloglogs, c'est un concept intéressant. Imaginez que vous souhaitiez compter le nombre d'adresses IP différentes depuis lesquelles vos visiteurs sur votre site se connectent. J'ai bien dit différentes. Là, ça commence à poser un problème parce que ça signifie que vous allez devoir, pour chaque adresse IP, chaque connexion, vous allez devoir non seulement la compter, mais également la retenir pour ne pas la compter deux fois. Et donc, concrètement, vous allez consommer de la mémoire pour rien parce que vous n'allez rien en faire de ces IP. Ce qui vous intéresse, c'est le compteur. Donc pour ça, l'hyperloglog, en fait, il ne les stocke pas. Il les compte. La première fois qu'il voit une valeur, il va la compter. La deuxième fois qu'il la voit, il ne la comptera pas. Avec une marge d'erreur qui est configurable, généralement de l'ordre de 1 à 3%. Ça veut dire que là, pour le coup, j'accepte d'avoir une erreur de 1% sur des millions de valeurs que je n'ai pas besoin de stocker. Mais je saurai combien j'ai eu de valeurs distinctes. On va avoir les hashes. Le hash, typiquement, c'est un catalogue produit, puisque un hash, c'est en face d'une clé, on va avoir un champ avec une valeur. Donc ça peut être un catalogue produit, ça peut être une base utilisateur, nom, prénom, âge. Et là encore, sur le hash, je peux manipuler les données dans Redis. C'est-à-dire que je peux très bien dire incrémente-moi le champ âge de l'utilisateur 1, 2, 3, sans avoir besoin de récupérer tout l'enregistrement. Les listes, les cas d'usage des listes, il y en a plein, mais il y en a un qui est particulier, c'est de l'utiliser comme fil de traitement pour implémenter une job queue. Parce que vous pouvez très bien avoir une liste dans laquelle vous pouvez rajouter en tête ou en queue, retirer en tête ou en queue de liste, voilà, toutes ces opérations-là, mais vous pouvez également dépiler de la liste pour empiler sur une autre liste. Donc vous avez une liste de tâches à traiter, et puis vous avez N consommateurs qui vont chacun essayer de dépiler sur cette liste pour empiler dans leur propre liste, et pour traiter. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on est sûr qu'une tâche sera exécutée par un seul consommateur. Deuxième intérêt, si jamais votre liste s'engorge, vous avez juste à démarrer un consommateur de plus, sans faire de configuration ni quoi que ce soit, vous démarrez des consommateurs supplémentaires. Les bitmaps sont une fonctionnalité très intéressante également. Derrière une clé, vous avez un champ de bits, 2 puissance 31 bits, c'est un grand nombre. Et chaque bit, vous pouvez l'adresser individuellement. Vous pouvez très bien avoir donc un bitmap qui soit par page web, par produit. Puis chaque bit correspond à un de vos utilisateurs. Quand un utilisateur vient sur la fiche produit, ça met son bit à 1. Ensuite, vous pouvez demander à Redis, donne-moi le nombre de bits à 1 sur le produit 1, 2, 3. Concrètement, ça signifie donne-moi le nombre de mes utilisateurs qui se sont intéressés à ce produit. Mais ça va encore plus loin. Si vous avez un autre champ de bits qui va être sexe de mes utilisateurs, sexe de mes clients, avec un bit à 1 ou à 0 pour chacun. Un champ de bits qui va être est marié, n'est pas marié. Un champ de bits qui va être a des enfants, n'a pas d'enfants. Vous pouvez demander à Redis, donne-moi le nombre d'utilisateurs
d'hommes mariés avec enfants qui se sont intéressés à Biberon. Ah, du coup, on peut lancer une campagne marketing, ça peut être sympa. On sait qualifier du coup un panel. Les streams, c'est une nouvelle structure de données là qui arrive, qui permet de stocker le concept de journal. C'est-à-dire qu'on envoie un enregistrement dans Redis, semi-structuré avec des champs et des valeurs. Redis peut l'horodater de manière monotone. Et derrière, on va pouvoir faire ce qu'on faisait avec les sorties de set. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer tous les enregistrements qui étaient dans une certaine plage de date. Mais pas uniquement. Je vais pouvoir souscrire à cette stream, comme on faisait avec le PubSub. Et là, à chaque fois que quelqu'un rajoute un élément dans ma stream, je le reçois. On va pouvoir souscrire dans le passé. C'est-à-dire que mon consommateur se déconnecte de la stream, il se plante ou n'importe quoi. Quand il redémarre, il peut reprendre le flux là où il l'avait laissé. On va pouvoir avoir des groupes de consommateurs. C'est-à-dire que, si ça se trouve, ma stream, elle reçoit et elle ingère, par de l'IoT par exemple, des millions d'enregistrements à la seconde. Et un consommateur, si je le notifie à chaque fois, il est incapable de faire son travail sur 1 million d'opérations à la seconde. Donc je démarre plusieurs consommateurs sur ma stream, et ils sont tous dans le même groupe de consommateurs, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un enregistrement, eh bien, il part vers un des consommateurs, de manière à distribuer justement les choses. Et puis, si on ne trouve pas son bonheur dans les structures qui sont dans Redis, on peut étendre Redis avec des modules pour rajouter des nouveaux types ou des nouvelles fonctionnalités. Alors, dans les modules que l'on a classiquement, Redis Search, un full text search, qui va extrêmement vite puisqu'on est en mémoire. Il implémente le steaming. On dit quand je cherche enseigner, je vais trouver enseignant, enseignement et compagnie. On fait bien évidemment la tokenisation, les stop words pour les différentes langues. Ce genre de choses. Il peut servir d'index secondaire si on le souhaite. Et dans la version Enterprise, il sait fonctionner en cluster de manière distribuée. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Après ça, on a le JSON. C'est un type de données qui n'est pas dans les types natifs que l'on avait ici. Et donc, on va avoir le support du JSON avec la possibilité de pousser un document JSON dans Redis derrière une clé. Et ensuite, je peux demander uniquement, je voudrais l'adresse de livraison, qui est un sous-document de mon client, par exemple. Ou je veux incrémenter le champ H de mon client également. Sauf qu'on le fait en JSON. Le module Machine Learning est sympa également puisqu'il va servir, il ne va pas le concevoir, ni l'entraîner, il va le servir. Un modèle de machine learning qui aurait été entraîné par quelque chose d'autre. Donc, on peut très bien imaginer la chose suivante. On a des données qui arrivent en flux continu dans une base Redis. Sur cette base Redis, on met un Spark avec Scala et le pilote Scala va s'alimenter depuis cette base Redis. Déjà, ça va beaucoup plus vite que du RDD classique, enfin le RDD par défaut de Spark. Ensuite, Spark va entraîner son modèle de machine learning. Et puis, il va pousser dans Redis avec RedisML le résultat de ce modèle entraîné. Donc, le résultat, concrètement, c'est une matrice de coefficients. Et puis, on va dire à RedisML, voilà, maintenant, tu as tes coefficients, et sur ces coefficients, tu les utilises pour implémenter un modèle de type random forest ou régression, ce genre de choses. Et derrière, moi, application, je vais pouvoir demander à ce module, donne-moi les prévisions du temps pour demain, par exemple. Et simplement, le module va calculer justement la prévision en fonction du modèle qui a été entraîné par Spark. Mais quand je dis Spark, ça peut être Python, ça peut être ce que vous voulez. Redis Graph, bon, une base de données de type graph par-dessus Redis. REBloom, c'est des Bloom Filters, donc c'est assez spécialisé les Bloom Filters. Du coup, avec ces modules, ce qui va se passer, c'est qu'on peut voir que Redis n'est pas monomodèle. On va pouvoir gérer de très nombreux cas d'utilisation métier. Quand on prend Redis tout seul, eh bien Redis tout seul, par exemple, ce qui est appelé Single View, il faut le voir comme vision 360, souvent d'un client. On prend Redis tout seul, il n'y a pas la petite case dans Single View. Pourquoi ? Parce que souvent, une vision 360, c'est implémenté en JSON. Redis tout seul ne fait pas de JSON, mais Redis plus les modules fait du JSON. Du coup, ça va y être. Et puis, c'est vrai, elle a le même raisonnement également pour le catalogue. La base de données graph en bas, ce genre de choses. Donc, du coup, on va pouvoir implémenter différents cas d'utilisation avec Redis plus les modules. On peut déjà en implémenter beaucoup avec Redis tout seul, mais avec Redis plus les modules,
devient vraiment, je dirais presque polyvalent. Ça peut devenir une base de données documents, une base de données orientée colonne, une base de données clé-valeur, bien évidemment, parce que ce sont une à la base. Une base à la base. C'est pas facile en fait, de faire de répétition entre données et base. Une base de données graph également, comme on le souhaite. Alors, tout ça, c'est des fonctionnalités de Redis qu'on trouve dans Redis Community d'ailleurs, la version communautaire. Il y a tout ce qu'il faut pour implémenter un besoin métier. Le développeur, je dirais, il est content, il a tout ce qu'il lui faut. Après ça, le problème, c'est que ça doit passer en production. Et quand on passe en production d'entreprise, c'est plus le développeur, c'est l'Ops. Et l'Ops, lui, avec la version Community, il est un peu embêté parce que ça lui demande quand même un certain investissement. Il faut qu'il se forme. Parce que c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est bas niveau. Et l'Ops, il préférerait avoir des choses haut niveau. Je vous donne un exemple. Quand vous demandez à une base de données d'avoir de la réplication, vous ne demandez pas de la réplication pour la réplication, ça n'a pas de sens. Vous demandez dans un but précis, pour avoir de la haute dispo, très souvent. Donc, quand vous demandez de la réplication, la version entreprise, va automatiquement en déduire que c'est pour de la haute dispo. Et va s'arranger pour que la donnée qui est ici, elle soit répliquée non pas ici, mais qu'elle soit répliquée ici, ou ici, sur des nœuds différents. La version communautaire, elle, vous lui avez demandé de la réplication, elle vous fait de la réplication, mais par défaut, elle sera au même endroit, si vous y prenez pas garde. C'est pas un défaut, c'est juste que c'est pas packagé pour ça, pour offrir quelque chose de haut niveau. Alors c'est vrai pour l'application, c'est vrai pour plein d'autres choses. Donc du coup, sur Redis, sur la version communautaire, qui est en bas dans mon nœud, eh bien, on a une surcouche, la couche entreprise, qui va justement apporter ce côté, je dirais, de l'huile dans les rouages pour les ops. Et qui en plus va avoir un autre intérêt, c'est qu'on va séparer complètement deux niveaux. Le niveau d'accès aux données, pour les applications, pour les développeurs, et le niveau d'administration. Les deux canaux sont différents pour se connecter à un cluster Redis entreprise. On a vraiment le canal de connexion des administrateurs et le canal de connexion des développeurs. Ce qui se passe, c'est que tous les nœuds Redis sont absolument identiques. Il n'y a pas de ressources particulières partagées, qui serait potentiellement un single point of failure. Et on a besoin d'un nombre impair de nœuds pour éviter les split brain. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un nœud Redis ? On va trouver plein de composants, mais les principaux sont le proxy, le cluster manager et l'API REST. Alors, le proxy, lui, son but, c'est de connaître la topologie du cluster, toute la complexité du cluster. Et en revanche, par rapport aux applications, le proxy n'expose qu'une sorte de base de données virtuelle en un point unique qui contienne toute la base de données. Donc, pour l'application, il n'y a pas de cluster, il n'y a rien. C'est juste une instance Redis, virtuelle mais il ne le sait pas, à laquelle il se connecte pour accéder à l'intégralité de sa base de données. Derrière, c'est le proxy qui va aller chercher les données où il le faut, qui va faire des optimisations là-dessus. Le cluster manager va gérer tout ce qui va être les nœuds, bien évidemment, ajout, suppression, défaillance, les bases de données, ajout, création, redimensionnement, rééquilibrage, ce genre de choses. Et puis, l'API REST, ça va permettre de manipuler le cluster manager et de récupérer des statistiques, en particulier pour la supervision. D'accord ? C'est encore un truc sympa pour l'Ops. Du coup, à travers l'API REST, je peux superviser mon cluster, détecter qu'il devient surchargé, intégrer un nouveau nœud dans mon cluster et redistribuer mes données de manière à alléger la charge sur mon cluster, faire de l'autoscaling. Alors sur les API REST, j'ai des outils de ligne de commande et j'ai une interface web. Donc concrètement, l'Ops, pour l'interactivité, il a l'interface web et la ligne de commande. Pour l'automatisation, il a l'API REST et la ligne de commande. Un processus Redis, il est monothread, ça on va y revenir un peu plus tard. Et ce qui se passe, c'est qu'une base de données est distribuée sur des instances Redis qu'on appelle des shards, qui correspondent à un processus à chaque fois. Et un shard ne peut appartenir qu'à une et une seule base de données. Donc, quand on crée plusieurs bases de données, de fait, elle a un ensemble de shards, mais qui ne sont que à elle. Et donc, les données qui sont placées dedans sont en mémoire dans l'espace mémoire de ces shards, sur des fichiers appartenant à ces shards, et donc c'est complètement cloisonné des autres bases de données. Ça permet donc de faire ce que je vous disais tout à l'heure, le côté multi-tenant. Vous avez une première base de données qui arrive en production qui a besoin de 2 shards, vous les créez dans le cluster. Et puis une deuxième qui a besoin de 4 shards, et vous pouvez rajouter encore des shards, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous avez des applications qui arrivent en production, vous créez des bases de données jusqu'à exploiter la totalité des ressources du cluster.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on a besoin également de redimensionner les bases de données. Ça se fait très simplement. Je vous ai dit qu'un shard, c'est un processus monothread. Alors, c'est pas complètement vrai, mais disons que la partie du processus qui accède aux structures de données en mémoire, il n'y a qu'un seul thread. Cette partie-là, elle est monothreadée. Pourquoi ? Parce que c'est plus efficace, finalement, de ne pas avoir à gérer la concurrence, avec des verrouillages, avec des concurrences d'accès, ce genre de choses, de tout séquentialiser, plutôt que de devoir gérer la concurrence. On la gère à chaque opération, mais elle se produira une fois sur 1000, une fois sur 10 000. Donc, c'est de la perte de ressources. Pour information, le développeur a même publié un article sur son blog, pour vous donner une idée de jusqu'où il va. Pourquoi est-ce qu'on utilise des entiers 32 bits là où un entier 16 bits suffit ? On gagne des cycles CPU. Donc, concrètement, on est sur un shard, sur une instance, sur un thread, sur un cœur. Un cœur peut gérer un certain nombre d'opérations à la seconde et une certaine quantité de mémoire de manière efficace. On considère 25 000 opérations seconde, 25 gigas, à peu près. Maintenant, quelle que soit la limite, parce que ça dépend également de vos données, quelle que soit la limite, il y a un moment où on l'atteint, cette limite. Quand on atteint cette limite, on demande au gestionnaire de cluster de découper la base en deux. Du coup, on va avoir deux moitiés de base, chacune de ces moitiés gérée par un shard, par un processus, par un thread. Donc concrètement, la base de données, elle pourra avoir 2 fois plus d'opérations à la seconde ou gérer 2 fois plus de données. Et ainsi de suite, jusqu'à exploiter la totalité des cœurs disponibles sur mon cluster. Quand j'atteins justement ce point où j'ai utilisé tous les cœurs disponibles, ou alors que j'ai utilisé toute la RAM disponible, peu importe, eh bien je vais pouvoir étendre mon cluster. Alors, pourquoi ? Parce que il n'y a pas que les cœurs, la RAM, il y a également la bande passante disque et la bande passante réseau. Si j'ai de plus en plus d'opérations à traiter à la seconde, elles arrivent de quelque part, ces opérations. Elles arrivent par une interface réseau, qui peut elle aussi saturer avec le temps. Même si mes processus peuvent gérer plein d'opérations à la seconde, peut-être que mon réseau ne peut pas les emmener. Donc si j'étends mon cluster, finalement, je redistribue mes opérations sur plus d'interfaces réseau. Donc concrètement, je peux rajouter des nœuds dans mon cluster, et puis c'est un nœud vide. Je demande au cluster manager ensuite de redistribuer les données sur les nœuds, et je vais pouvoir ensuite redécouper ma base pour exploiter les nouveaux cœurs qui sont disponibles et éventuellement la mémoire qui est disponible. Ensuite, Redis, c'est une base de données qui est hautement disponible. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, chacun des shards héberge donc une fraction de la base. Imaginons qu'on ait une base de données divisée en deux. Notre base de données est répartie sur M1 et M2. Je demande à Redis de mettre en place de la réplication pour de la haute disponibilité, donc, bien évidemment. Ce qui va se passer, c'est que chacun de ces shards va avoir un réplica, un esclave. M1, le maître 1, va avoir un réplica qui sera placé sur un autre nœud dans le cluster, donc là en l'occurrence le nœud 3, mais ça pourrait être le nœud 2, et M2 également. Sauf que, on peut dire à Redis, non seulement, bien évidemment, ça c'est par défaut, il ne placera jamais un esclave en face du maître, pour se protéger contre la perte du nœud, mais on peut même lui dire que plusieurs nœuds partagent quelque chose. Un switch réseau, une alim, une clim, peu importe, quelque chose qui peut tomber en panne. Et donc du coup, si quelque chose tombe en panne, je permets 2 nœuds d'un coup. Donc Redis peut permettre de se protéger contre ça. Si je lui dis que le nœud 2 et le nœud 3 appartiennent à la même baie, eh bien à ce moment-là, le réplica de M2 sur le nœud 2 ne pourra pas être ni sur le nœud 2 ni sur le nœud 3, mais forcément sur le nœud 1. Qu'est-ce qui se passe ensuite en cas de défaillance ? C'est très simple. Imaginons déjà une défaillance d'un shard. Je perds mon shard de maître. Les applications sont connectées au proxy, qui font suivre les opérations vers le shard de maître. Ce shard de maître tombe. Le cluster manager se rend compte, il rend le shard esclave maître. Il le promeut maître. Et il en informe le proxy, de sorte que les applications qui sont toujours connectées au proxy sur le premier nœud, eh bien, vont avoir leur requête dirigée vers le nouveau maître. Et puis, Redis Enterprise, on lui avait demandé de la haute dispo. Il l'avait, il l'a utilisé, il l'a plus. Donc il va redémarrer un nouvel esclave pour revenir dans une situation de haute dispo, automatiquement. Toutes ces étapes sont complètement automatisées. On ne va pas réveiller les gens à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. La dernière étape, c'est revenir à la situation d'origine. Elle n'est pas automatisée parce qu'elle est facultative. Les 3 premières, finalement, on a subi quelque chose. La dernière, c'est nous qui provoquons. Donc,
voilà, on décide de ne pas l'automatiser par défaut, mais vous pouvez l'automatiser si vous le souhaitez. Autre cas de défaillance, je perds mon proxy. Automatiquement, mes applications vont perdre la connexion, c'est évident. Simplement, une application qui était connectée à base.cluster.softeam.com va, quand elle perd sa connexion, chercher à se reconnecter à base.cluster.softeam.com. Et entre deux, le cluster manager, il a changé l'adresse IP sur laquelle ça arrive. Alors, il peut le faire par les DNS, il peut le faire par du service discovery, par différents moyens, mais peu importe, je dirais, pour l'application, elle n'a pas besoin d'avoir d'intelligence. Elle a juste besoin de savoir que quand elle perd la connexion, elle se reconnecte et puis c'est tout. Elle se retrouve connectée sur le deuxième nœud. Et puis le deuxième nœud, le proxy, va router les requêtes vers le maître, le char de maître, qui est toujours valide. Encore une fois, ces trois opérations sont automatisées. La dernière, elle est automatisable. Dernier cas, défaillance d'un nœud. Rien de neuf, c'est juste la combinaison des deux scénarios précédents. J'échange les proxys, j'échange les chars, et je maintiens justement comme ça la disponibilité. Alors pourquoi est-ce qu'on a un proxy? Dans la version communautaire, il n'y a pas de proxy. Et donc, imaginez que vous ayez une base de données qui soit distribuée sur plusieurs shards. Lorsqu'une application veut se connecter à sa base, elle veut se connecter à l'intégralité de sa base. Donc, première étape, elle doit se connecter quelque part sur le cluster pour récupérer la liste des shards et des nœuds sur lesquels ils se trouvent, pour comprendre ça et pour ouvrir des connexions sur chacun de ces nœuds pour atteindre les shards. Ça fait beaucoup de connexions sortantes. Ça fait le besoin de connaître la topologie du cluster. Au-delà de ça, quand une application va avoir besoin d'écrire ou de lire une donnée, une clé, eh bien, il faut qu'elle sache où aller chercher, sur quel shard aller chercher cette clé. Alors, c'est pas l'application qui le gère, évidemment, c'est la bibliothèque cliente. Mais malgré tout, c'est la complexité qui se trouve du côté applicatif. Du côté de la base, les shards vont avoir beaucoup de connexions entrantes également, puisque chaque application va forcément ouvrir une connexion sur le shard. Donc, on a introduit le proxy au milieu. Alors, on l'appelle un proxy à zéro latence. Ça peut surprendre, quand on ajoute quelque chose, on ajoute un maillon dans une chaîne réseau, et on dit que ça ne rajoute pas de latence. Moi aussi, ça m'a surpris au début. Mais en fait, ça s'explique, en fait. Si, il rajoute de la latence. Bien évidemment qu'il rajoute de la latence. Mais par contre, il fait de l'optimisation qui est plus importante que la latence qu'il rajoute. Donc, du coup, c'est un proxy, in fine, à zéro latence. En fait, le proxy, il va donc connaître la topologie du cluster. C'est dans ce sens-là. Il va connaître la topologie du cluster. Il va savoir où sont les shards, où sont les données dans les shards, où sont les nœuds, voilà. Et puis, il va exposer vers les applications une sorte de base de données virtuelle qui comporte la totalité de la base, qui comporte la totalité des données. Pour l'application, elle se connecte à cette base de données. Elle n'a pas besoin de savoir qu'il y a un cluster derrière. Elle n'a pas besoin de savoir s'il y a des opérations en cours sur le cluster. Elle n'a pas besoin de savoir la topologie du cluster. Donc quelque chose de plus simple du point de vue applicatif. Pour information, j'ai fait un meet-up où je faisais développer aux personnes un client en Redis sur un microcontrôleur. On peut faire vraiment très léger de ce côté-là. Et puis, l'application elle a besoin d'une seule connexion. C'est tout. Pas 50 vers tous les shards, juste d'une. Donc, on allège la complexité et le nombre de connexions au niveau des applications. Puis, au niveau des shards, c'est pareil. Moins de connexions puisque le proxy va avoir que très peu de connexions sur chacun des shards. Du coup, quand le proxy il reçoit des requêtes, il va pouvoir les optimiser. S'il y a 3 instances applicatives qui demandent la clé 1, la clé 2 et la clé 3. Si ces 3 clés sont sur le même shard, ces requêtes, elles arrivent par 3 connexions. Le proxy va les multiplexer dans une seule, déjà, pour commencer. Mais au-delà de ça, il va pouvoir pipeliner. C'est-à-dire qu'au lieu de demander au shard, donne-moi la clé 1, donne-moi la clé 2, donne-moi la clé 3, et puis le shard de répondre, voilà la clé 1, voilà la clé 2, voilà la clé 3, le proxy va pouvoir dire, donne-moi les clés 1, 2 et 3. Le shard va répondre, voilà les clés 1, 2 et 3. Et là, on a gagné de latence dans l'histoire. Du coup, c'est là où, effectivement, on a des optimisations qui vont se faire et qui vont permettre de faire en sorte que la latence introduite par le proxy, finalement, elle est négative. Une fonctionnalité qui est purement enterprise également, c'est la possibilité de déborder sur le disque. Quand on a une base de données qui a un stockage en mémoire, comme Redis, eh bien, il y a un moment où on a plus de données à stocker que de mémoire. Ça peut arriver. Parce qu'on ne purge pas. Pourtant, Redis a des TTL, on peut faire expirer tout seul. Parce que on veut stocker l'historique, pour plein de raisons. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que Redis est tout à fait en mesure, quand il reçoit des nouvelles données à stocker, et qu'il a plus assez de mémoire, d'éjecter les données les moins récemment accédées vers le disque,
pour stocker les nouvelles données. Et quand il éjecte quelque chose vers le disque, il garde les métadonnées en mémoire. On dit la clé, le TTL, différents drapeaux, des choses comme ça. Comme ça, quand je lui demande « donne-moi la clé 1, 2, 3 », s'il trouve ça en mémoire, il sait qu'il l'a, plus la valeur soit en mémoire, soit sur le disque. S'il ne trouve pas clé 1, 2, 3 en mémoire, il sait qu'il ne l'a pas, ni en mémoire, ni sur le disque. Et au final, on sait tout à fait dimensionner un cluster. Le dimensionnement sera différent. Mais on sait tout à fait dimensionner un cluster qui utilise le disque pour avoir les mêmes performances qu'un cluster qui n'utilise pas le disque, finalement. Et ça signifie qu'on peut faire d'énormes gains en termes d'infrastructure parce que le disque coûte quand même beaucoup moins cher que la mémoire, encore à l'heure actuelle. J'ai oublié un truc sur la RAM. Évidemment, ça va me revenir quand je serai la diapo suivante. Oui, alors typiquement, c'est pour des données chaudes, des données froides. Plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Si je fais un accès uniforme à toutes mes clés, ça n'a pas de sens. On a dit s'il a passé son temps à faire un jeu de tag. C'est pareil, je vous ai dit, j'éjecte la valeur, mais je garde les métadonnées en mémoire. Si ma clé, c'est un UUID sur 40 octets, et que ma valeur, c'est un compteur, éjecter le compteur sur le disque, je risque d'avoir un coût plus important qu'un gain. Une autre fonctionnalité, c'est le côté réplication. Alors la réplication, je vous en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, avec le petit doigt, mais ça fait d'autres choses. On va prendre un exemple. Imaginez que vous ayez un site de e-commerce. J'aime bien le e-commerce parce qu'en fait, ça parle à tout le monde. On est tous plus ou moins des clients d'Amazon ou autres. Donc, imaginez que vous ayez un site de e-commerce et vous avez des clients mondiaux. Simplement, vous ne vendez pas les mêmes produits aux États-Unis, en Europe et en Asie. Vous n'avez bien évidemment pas les mêmes utilisateurs aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et ils veulent tous que quand ils cliquent, ça réponde tout de suite. Donc concrètement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis un cluster aux États-Unis, un cluster en Europe, un cluster en Asie, chacun avec les produits, chacun avec les utilisateurs. C'est un cluster de proximité, l'utilisateur quand il clique, ça va vite. Et puis, il a uniquement ses produits. Le problème, c'est que vous avez un autre profil d'utilisateur, c'est le data analyst. Ils aimeraient bien faire des analyses sur les ventes que vous faites, au niveau mondial, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, et sur des données temps réel. Alors vous pouvez bien évidemment les connecter au 3 data center, mais là ils vont pleurer parce qu'ils vont avoir une très grosse latence quand ils font leur requête, parce que forcément il faut que ça traverse l'Atlantique ou que ça traverse tout le continent. Premier point. Deuxième point, leurs grosses requêtes, elles vont peut-être impacter les performances aussi, parce que s'ils lancent des grosses requêtes d'analyse sur le cluster opérationnel, du coup ça va peut-être jouer sur la latence et l'expérience utilisateur de mes clients. Ça je veux pas. Donc concrètement pour mes data analysts, je leur fais leur base de données, dimensionnée par rapport à leurs besoins. Et je dis à Redis, dans cette base, tu répliques à la fois la base asiatique, la base européenne et la base américaine. En un seul point. Du coup, ils ont accès à la totalité des informations mondiales sur leur cluster à eux, avec leurs performances, et ils ne risquent pas d'embêter les clients qui, eux, achètent. Donc ça, c'est un scénario. Alors après ça, ce qui se passe, c'est que voilà, cette réplication, je vous dis, elle peut être actif-actif, elle peut être actif-passive, elle peut être actif et un réplica de read comme pour les data analystes. Ça peut servir à faire du disaster recovery, ça peut servir à faire tout ce qu'on veut en fait. Il y a plein de cas d'usage. C'est une fonctionnalité, je dirais, qui vous permet d'implémenter un cas d'usage que vous pourriez avoir. Et éventuellement, on n'est pas en point à point, c'est-à-dire qu'on peut faire de la réplication multipoint, avec une topologie en graphe, en étoile, tout ce qu'on veut, comme on le souhaite. On a la possibilité d'avoir des procédures stockées également dans Redis, donc elles sont écrites en Lua. Qui a déjà fait du Lua? Un petit doigt timide. Il y a longtemps. Putain, Lua, c'est sympa. Alors, qui ne connaît pas Lua? Essayez d'avoir plus de mains. Voilà. Comme ça, moi, j'ai l'impression de parler pour des gens qui sont intéressés. Donc, Lua, c'est un langage de script qui, grosso modo, a la complexité du JavaScript, autrement dit, qui n'est pas très complexe. Et qui a été conçu dès le début pour être embarqué. C'est-à-dire que le langage, il est écrit dans une bibliothèque que l'on peut embarquer où on veut. Très concrètement, je vous parlais tout à l'heure de microcontrôleurs, quand je les achète, ils sont préchargés avec un interpréteur Lua dans un microcontrôleur. Chez moi, j'ai mis en place un système domotique qui a un interpréteur Lua également. En fait, Lua, c'est le langage de scripting de choix. Si vous faites un logiciel ou une appliance, peu importe, que vous distribuez à vos clients,
qui implémente certaines fonctionnalités, mais vous voulez permettre à vos clients de scripter ou d'étendre finalement les fonctionnalités que vous leur fournissez sans que ce soit trop intrusif dans votre code. Et donc, plutôt que de faire des modules qui vont charger en mémoire, des choses comme ça, en fait, ils vont implémenter juste des scripts, sauf que c'est un langage de script. Oui, bon, ça ne me plaît pas trop, mais on pourrait très bien dire un peu comme le langage de script dans Excel ou dans Word, quoi. Voilà, on peut implémenter des fonctionnalités qui n'y sont pas. L'idée est là. Et donc l'UA va permettre d'implémenter des procédures stockées. Et dans une procédure stockée, ce qui se passe, c'est qu'un script UA, elle tourne dans le thread principal. Enfin, elle utilise le thread principal et elle s'exécute dans ce thread principal. Ça signifie que pendant qu'un script s'exécute, on ne peut pas avoir une application qui vienne lire ou écrire et fausser les résultats. C'est atomique le script. Alors c'est bon et c'est pas bon, ça veut dire qu'il s'exécute vite quand même. Mais du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des lectures, des écritures, des modifications. Si quelque chose se passe mal, on annule ce qu'on a fait. Finalement, on fait une transaction qui n'est pas interruptible et qui peut faire du rollback. Un script va se répliquer très bien. Soit on va répliquer le script entre le char de maître et le char d'esclave et l'exécuter en parallèle. Soit, si le script utilise des fonctions non déterministes, date, time, random, auquel cas on aura un jeu de données qui diverge finalement. À ce moment-là, on ne réplique pas le script, on exécute le script sur le maître et on réplique les effets du script. On a également d'autres mécanismes pour les transactions. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je voudrais vous faire la démonstration et qu'on ait éventuellement une session de questions-réponses. Alors, je coupe ça. Concrètement, j'ai un cluster Redis qui tourne sur des instances Amazon. J'ai lancé 3 instances Amazon. Et j'ai en plus de ça une 4e instance Amazon hors cluster qui va me servir d'application cliente. Donc pour l'instant, j'ai un cluster, je me connecte sur l'interface web de n'importe quel nœud et je constate que ma licence a expiré en haut. Donc vous allez bénéficier d'un petit extra, ça arrive tous les 15 jours, tout le monde n'y a pas le droit. Je vais vous faire la mise à jour de la licence. Quand j'arrive sur mon cluster, ce que je vois, c'est que j'ai des graphes sur l'activité de mon cluster. Pour l'instant, il n'est pas très occupé, très clairement. Je vais pouvoir changer l'échelle de temps si je le souhaite. Alors, si je viens sur la semaine, peut-être que je vais avoir de l'activité. Ou la semaine dernière, on voit que j'ai fait une démo. Je vais pouvoir choisir les graphes que je mets en avant, puisqu'en dessous, j'ai d'autres graphes que je peux monter en haut, voilà, pour avoir ce que je veux. Je vais pouvoir également voir la configuration de mon cluster en termes de numéro de version et en termes de ressources disponibles. Alors, toutes ces informations-là, je peux les avoir également par nœud. C'est-à-dire que là, alors ouais, c'est vrai que on est sur un petit écran, je vais juste zoomer un peu. Par nœud. Là, pour chacun des nœuds, eh bien, je peux très bien décider, je vais zoomer sur ce nœud, je vais regarder ce qu'il y a dedans, je retrouve les mêmes graphiques, mais spéciaux pour ce nœud-là, et je peux très bien, alors pour l'instant, on voit que j'ai le nombre d'opérations secondes et la mémoire disponible. Moi, ce qui m'intéresse sur ce nœud, c'est le nombre d'opérations secondes, puis je veux le corréler avec l'utilisation de CPU. Donc voilà, je change, comme je veux. Je vais pouvoir voir la configuration de mon nœud, bien évidemment. Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai l'onglet Réglages. Et là, qu'est-ce que je trouve? Oh, ma licence, ma fameuse licence qui a expiré. Alors, la mise à jour d'une licence, c'est très simple, c'est on enlève la licence qui était, on se connecte à un endroit où il y a une licence, ou alors on appelle le commercial ou quelque chose comme ça. On va chercher une nouvelle licence. Hop. Allez. Je suis avec mon téléphone, donc ça va pas super vite. Licence. Et là, on va aller choisir. On est début mai. On va aller choisir une licence qui celle-là. Voilà. Je prends ma licence. Je la colle. Et pendant que mes applications tournent, je sauvegarde. Et j'ai plus mon petit message là-haut. Ça y est, c'est fini. Ma licence est mise à jour. Donc ça vous permet d'avoir une idée de la complexité de la chose. Ensuite, on a la possibilité de charger des modules ou de les décharger. Là, actuellement, j'ai chargé le module RedisML, mais je pourrais très bien décider d'ajouter un nouveau module. Imaginons par exemple que j'aille aller chercher, on va aller chercher un autre module. Je sais pas qui c'est.
On va aller chercher un autre module. On va prendre Redis Graph par exemple. Il est où Redis Graph. Et je l'upload. Voilà, ça m'upload le module, ça l'installe et désormais je vais pouvoir utiliser mon module Redis Graph par exemple. Je peux définir des administrateurs, soit en interne dans Redis, soit en utilisant un URL d'app. Je peux définir des alertes par email pour tout le cluster. C'est des alertes qui concernent le cluster, c'est-à-dire ajout, suppression d'un nœud, dépassement d'un certain seuil de ressources, ce genre de choses. Et puis bien évidemment, je vais pouvoir faire des bases de données. Donc allons-y, on va créer une base de données. Je crée une base de données et je vais lui donner un nom. On va l'appeler, on va être très original, on va l'appeler Softeam. Et puis, je vais lui allouer une certaine quantité de mémoire. On va lui donner 10 gigas. Voilà. Et je vais pas aller plus loin, je vais créer ma base de données comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la base de données, je vous ai dit, c'est base.cluster.softeam.com. En fait, voilà, c'est redis-11322, le nom de mon cluster.com. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle le endpoint. C'est finalement le moyen de me connecter à ma base. Pour l'instant, ça se résout sur l'adresse IP qui est en face. Mais si jamais cette adresse IP devenait indisponible, ça se résoudrait. Faut que je reprenne mon Becherel. Ça aurait une autre adresse IP. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai un endpoint, je vais tenter de l'utiliser. Alors, je vais réduire un peu ici pour pouvoir avoir un peu tout sur mon écran et je vais demander à avoir ma base de données, Softeam, et je veux mes métriques comme ça. Et je vais lancer. Je vais me connecter sur ma 4e instance Amazon qui est pas dans le cluster. J'insiste bien là-dessus. Donc ça signifie que c'est une VM qui tourne avec d'autres VM sur une machine physique, qui traverse un réseau sur lequel je suis pas tout seul, pour aller se connecter à mon cluster sur lequel je suis pas tout seul non plus d'ailleurs. Et donc là, je lance mon client, il va tenter de faire une écriture pour 4 lectures aussi vite que possible, dans ces conditions-là. Je vous ai dit tout à l'heure, un shard, il tourne sur un cœur, un élément de thread, il tourne sur un cœur, et un cœur, on considère que c'est 25 000 opérations secondes, 25 gigas de données. Alors malgré ça, on voit que là, ma base de données, elle atteint déjà les 600 000 opérations secondes. C'est pas mal, hein. Donc pour un cœur, pour un shard qui est donné à 25 000 opérations secondes, ça dépend, encore une fois, ça dépend de vos profils de données, hein. Et je veux dire, très clairement, si on le dimensionne en utilisant ces chiffres-là, derrière, on est sûr qu'on peut absorber des pics de charge. Là, typiquement, on est sur un pic de charge. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la latence que j'ai en face. 2 millisecondes. Alors vous, ça peut vous sembler bon, 2 millisecondes. Moi, ça me semble pas bon du tout, 2 millisecondes. En fait, j'ai 2 millisecondes parce que quelque part, j'ai un goulet d'étranglement. Alors ça peut être l'interface réseau de ma machine cliente, ça peut être le réseau lui-même, ça peut être l'interface réseau au niveau du cluster, ça peut être les communications à l'intérieur du cluster, ça peut être le seul shard, parce qu'il est tout seul. Ok, donc on va essayer de résoudre ça. Donc là déjà, première étape, pendant que mon application tourne, je vais aller changer la configuration de mon cluster, et je vais dire, bon, t'étais sur un shard, mais on va changer ça, on va te mettre maintenant sur 4 shards. Concrètement, tu vas utiliser 4 threads, 4 cœurs. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit que le cluster est en train de travailler, c'est normal, il est en train de découper la base. Et il est en train de la mettre dans différents fichiers, dans différents processus. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une autre ligne de commande sur un des nœuds de mon cluster. Et je vais aller regarder dans les outils ligne de commande à quoi ça ressemble pour avoir une idée de mon cluster. Alors, je demande l'état de mon cluster. On retrouve ici mes 3 nœuds. On retrouve mes 2 bases de données. On retrouve le endpoint de la base. Et puis on voit que, il a fini là de toute façon, que la base elle a été découpée en 4 shards maîtres, tous les 4 étant sur le nœud 3. C'est normal. Par défaut, j'ai laissé le placement en dense, autrement dit, je cherche à grouper les shards, ce qui n'est pas un souci puisque de toute façon, j'ai 10 gigas, j'ai besoin de 10 gigas pour ma base. Ça tient largement dans la mémoire d'un nœud. J'ai besoin de 4 shards, donc grosso modo de 4 threads, de 4 cœurs. Ces machines-là, elles en ont 36. J'ai pas de souci non plus, ça tient largement. Donc, j'ai pas besoin de distribuer ça. J'aurais éventuellement besoin de distribuer ça si le problème se situe au niveau du réseau. On verra ça un peu plus tard. Donc, pour l'instant, j'ai juste découpé ma base en 4. Je lui ai donné 4 fois plus de cœurs. Qu'est-ce que ça change?
bah, on se rend compte sur les graphiques que il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire que j'étais à 600 000 opérations secondes. Maintenant, je suis entre 750 et 800 000 opérations secondes. C'est un peu mieux, mais c'est pas 4 fois mieux encore. Et au niveau de la latence, la latence, ça commence à me plaire déjà un peu plus. C'est-à-dire que j'étais à 2 millisecondes, je vous disais, c'est pas bon. Et là, maintenant, je suis à 1 milliseconde. Donc, très concrètement, j'avais effectivement une partie de mon goulet d'étranglement qui était due à mes cœurs. J'avais qu'un seul cœur et c'était pas assez pour traiter mes 600 000 opérations secondes. Par contre, je suis sûr que je peux faire mieux. Imaginons maintenant que le goulet d'étranglement, ce soit au niveau des interfaces réseau. Parce que j'envoie toutes les données sur l'interface réseau d'un des nœuds, puis après ça, tout tourne dans ce nœud. Enfin bon, on va essayer de changer les choses. Alors, je vais pas démarrer plusieurs clients pour distribuer les clients, quoique je pourrais le faire, mais là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais migrer des shards d'un nœud à un autre pendant que l'application tourne, et ce, de manière complètement transparente. Je dis, voilà, je vais migrer le shard numéro 27 en préservant son rôle vers le nœud 1, par exemple. Pendant que l'application tourne, ça continue à fonctionner et je déplace mes shards. Donc je déplace un shard, on voit que ça s'occupe là-haut, c'est occupé. L'application là, elle a pas planté, c'est parce qu'elle fait des tours en fait. Si on regarde, c'est des runs. Il était arrivé à 100% de son run ici, et donc elle a attaqué un deuxième run, c'est tout. Mais elle a pas été impactée. D'ailleurs, je vais refaire une autre migration. Je vais migrer un autre shard, admettons le 28 sur le nœud 2. Ça impacte pas l'application. C'était juste que ça s'est passé au mauvais moment. Donc tout ça, je le fais à chaud pendant que la base fonctionne. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de mes statistiques. Alors, il faut le temps que ça finisse de faire ses migrations, et puis il faut le temps aussi que peut-être l'application elle fasse un tour de boucle. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais certainement dépasser le million d'opérations à la seconde, et très certainement nettement descendre sous la milliseconde, probablement de l'ordre de la demi-milliseconde. Donc, 1 million d'opérations à la seconde sous la demi-milliseconde en utilisant 4 cœurs. Après ça, bon, je pourrais faire des démos aussi sur le côté haute disponibilité, tuer un process, ce genre de choses. Enfin bon, les démos, on peut y passer la journée. Il y a plein de choses. Alors, plutôt que de passer la journée sur des démos qui correspondra peut-être pas forcément à ce que vous auriez aimé savoir, est-ce que vous avez des questions sur les diapos, toute la partie magistrale, ou des questions sur la démo, ou peut-être les deux? Voilà. Ça m'arrive souvent, j'ai l'impression d'avoir endormi la salle. Allez-y. Dans le contexte bancaire, oui. Vous avez des exemples d'utilisation, c'est absolument génial, mais c'est vrai que j'imagine qu'on rencontre pas non plus le besoin d'un tel produit aussi performant. Le besoin, il vient pas forcément de la performance. Je vais reprendre un peu d'historique. Alors c'est ma vision des choses. Mais je vais pas regarder, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir. Dans les années 70, fallait stocker des données. Le CPU coûtait cher, le stockage coûtait cher, le réseau coûtait horriblement cher, voire était inexistant. Et quand on avait 1000 utilisateurs, on était content. Donc on a fait un stockage relationnel qui déduplique les informations en les normalisant. Puis on a fait un langage par-dessus qui est ultra flexible. Et donc finalement, on a fait quelque chose de très générique pour répondre à des contraintes de l'époque. Aujourd'hui, le CPU coûte beaucoup moins cher, la RAM aussi, le stockage, tout ça, ça coûte moins cher. Le réseau, tout le monde l'a. Le fonctionnement en cluster, voilà. La gestion des pannes, toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que cette approche relationnelle SQL générique fonctionne très bien, c'est très souple, très flexible. Et quand on s'appelle Google, Facebook, LinkedIn, on a des tels volumes qu'une approche générique, ça peut plus fonctionner. On a des problèmes de perf. Et vu qu'on s'appelle Google, Facebook, ou voilà, on a des moyens financiers, humains, voilà. Et donc on peut mettre une équipe, développez-moi une base de données qui réponde, non qui soit pas générique, mais qui réponde à mon besoin, avec de bonnes performances. En sachant que le matériel n'est pas très cher, que voilà, ça fonctionne en cluster, donc avec une gestion naturelle des pannes, parce que la panne va se produire, ce genre de choses. Et du coup, Facebook a fait Cassandra, Google a fait Bigtable, LinkedIn a fait Voldemort, voilà. Chacun a fait ses bases adaptées à son besoin, et il était au pied du mur à cause des performances. Mais Madame Michu, avec sa petite épicerie,
elle a peut-être le même besoin qu'Amazon, elle n'a pas le même nombre de clients, oui, elle n'a pas les mêmes contraintes de performance, oui, mais le besoin reste le même. Donc finalement, ça dépend plus du cas d'usage que du côté performance pure. Oui, le côté performance, ça peut être un critère, mais c'est qu'un critère. Ce qui peut amener à choisir une base de données NoSQL, Redis comme une autre, c'est pas uniquement justement la performance, mais c'est le modèle et l'approche qui est différente. Si on a besoin de stocker des choses qui sont plus de type document, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à normaliser des objets métiers pour les faire rentrer dans des tables, des relations, alors qu'on peut les stocker comme objets métiers, tout simplement, et les récupérer comme objets métiers. Alors c'est presque la fin des ORM, mais il est là le truc. Donc, je dirais, ça dépend. En fait, voilà les types de données qui sont fournis par Redis, et ces types sont tout simplement peut-être plus adaptés. Non seulement le type en lui-même, mais le moyen d'y accéder est peut-être plus adapté que quelque chose de relationnel. Alors après ça, la performance joue, parce que ça signifie que on raisonne plus forcément de la même manière, parce qu'on peut se dire, voilà, mes variables, je les stocke plus dans mon application. Ma référence, elle est dans la base Redis, puisque finalement, une milliseconde, c'est rien. Et donc, à chaque fois que j'accède à une variable, je peux aller la lire dans ma base Redis. Ça signifie que je peux avoir des variables communes. Je parle bien de variables, je parle pas de données à stocker, je parle de variables vivantes et volatiles, communes à plein d'instances d'application. Alors, j'ai donné un cas d'exemple. C'est absolument rien à voir avec le bancaire, c'est quelque chose qui est pas du tout en production. Mais j'ai un collègue qui s'est amusé à implémenter un CPU dont les registres sont stockés dans Redis. Voilà. Donc, si on peut faire ça, alors c'est pas un CPU, c'est pas une date de course, mais il a des frame buffers, il a des trucs, ça marche. Si on peut s'amuser à faire ça, finalement, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans plein d'autres applications de cas d'usage, y compris bancaire. Dans le bancaire, je citais tout à l'heure, des flux de valorisation, puisque avec la performance d'ingestion, je dirais, de Redis d'une part, et puis deux, le mécanisme de communication entre les briques applicatives, on peut avoir un traitement temps réel du flux. On n'est pas obligé d'avoir traité tout le fichier CSV que nous a envoyé Reuters, si on travaille comme ça, pour qu'il y ait une valorisation des portefeuilles qui se fasse. À chaque fois que je charge une ligne de mon CSV, j'envoie une notification à l'application de valorisation qui va utiliser cette ligne pour valoriser les portefeuilles. Je peux pas vous donner de cas d'usage plus précis que ça parce que j'en ai pas. Mais très concrètement, ça dépend plus du cas d'usage. Il n'y a pas un cas spécifique. Disons que vous invitez en fait à se connaître un peu plus cette question aujourd'hui lorsqu'on a la chance de pouvoir commencer un nouveau projet. Est-ce que plutôt que de partir sur effectivement toutes les briques de base que vous avez déjà à disposition, la base Legacy ou même d'autres, c'est peut-être aller plus loin et se dire est-ce qu'on ne peut pas passer sur vraiment des choses de génération et faire, tout à fait. Alors ça peut être fait comme ça, sur un nouveau projet, sur un projet existant, ça peut être effectivement, et c'est par là souvent qu'on rentre pour la performance, c'est-à-dire que Redis étant du clé-valeur, en mémoire, sous la milliseconde. Quand on cherche à améliorer les performances d'accès à une base de données, le mot qu'on cherche, c'est le mot cache. Qu'est-ce que c'est qu'un cache? C'est un accès clé-valeur à des données extrêmement rapide. Bon, Redis, il fait tout ce qu'il faut. Il fait une base de données, c'est sûr, mais on peut se limiter à l'utilisation clé-valeur, clé-string, in-memory, et utiliser Redis comme un cache par-dessus une base de données existante dans un projet existant. Ça peut aider à du risque. Alors oui, tout à fait. Dès lors que effectivement on a des connecteurs par exemple pour Spark, ça peut être intéressant et c'est utilisé. Alors dans les clients bancaires, je parlais de Crédit Agricole ici, mais après ça, Visa, Mastercard nous utilise, American Express nous utilise, Wells Fargo nous utilise. Je sais plus dans quel cas d'usage, mais il y en a qui sont oui. Il y en a qui sont dans un cas d'usage justement de détection de fraude. Oui, il va y en avoir d'autres aux États-Unis. Il va y en avoir d'autres. Mais déjà, c'est pas mal. Parce que vous avez un concurrent, j'imagine, sur la détection de fraude Palantir. Nous, on n'implémente pas de logique après derrière. On fait du stockage. Oui, c'est uniquement. Après, c'est. Je vous en prie.
Si vous avez laissé vos adresses email, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Le temps de monter la vidéo, je t'envoie la vidéo, mais